webinaire qui est organisé par le chapitre ASEN Cameroun et nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes ici en présence des différents panélistes qui vont animer les échanges aujourd'hui, mais c'est un échange, donc ça veut dire que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Sentez-vous libre de partager vos questions, vos commentaires dans le chat. Et puis, quand on va donner la parole aussi, vous pouvez lever la main avec l'icône lever la main pour poser des questions directement à un des panélistes de votre choix. Donc, je suis Jocelyne Landry-Tonard, je suis directrice non exécutive du réseau ASEN et parallèlement co-lead du chapitre ASEN Cameroun. Donc, aujourd'hui, je représente mon collègue Mathieu Ongolo qui a eu un empêchement de dernière minute parce que c'est lui qui devrait en principe être le facilitateur de cette session. Donc, nous vous prions déjà de nous dire dans les commentaires quelles sont vos attentes de cet échange. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à un panéliste particulier qui passera aujourd'hui? Et puis également, vous pouvez nous dire également de quelle ville, de quel pays est-ce que vous nous rejoignez aujourd'hui. Donc, avant de commencer, nous allons vous faire une petite présentation de ce que c'est que ASEN, qui est en français le réseau africain de l'économie circulaire. Et puis après, nous allons donner la voix à la discussion de panel, qui est l'objectif principal de cet échange ou bien de l'échange de ce jour. Donc, nous allons commencer la présentation ASEN. Christo, can you please share the presentation from your end? Et puis, ce webinaire est en français, mais bilingue également. Hein, donc, sentez-vous libre de poser vos questions en français, en anglais, parce que le Cameroun est un pays bilingue. C'est vrai que nous avons aussi des participants qui nous rejoignent des autres pays, mais sentez-vous libre, tous nos panélistes parlent les deux langues, comprennent les deux langues, donc ils pourront bien saisir le sens de vos questions et vous répondre. Donc, le réseau africain de l'économie circulaire, encore African Circular Economy Network, est un réseau pionnier de l'économie circulaire qui aujourd'hui a des représentants dans 42 pays africains. Donc, généralement, qu'est-ce qui nous motive? C'est qu'ensemble, nous trouvons des solutions, des voies et des moyens pour réinventer une croissance inclusive sur le continent africain, afin qu'aucune partie prenante ou bien personne ne soit laissée derrière. Donc, qu'est-ce que l'ASEN? Encore, comme je le disais tantôt, l'ASEN est un réseau d'experts en économie circulaire qui viennent de backgrounds différents et qui se mettent ensemble pour réinventer la croissance inclusive sur le continent africain. Donc, le réseau a pour objectif de promouvoir des nouvelles pratiques économiques qui sont en concert avec les concepts et les principes de l'économie circulaire, avec une stratégie sociale inclusive et avec des bénéfices à longueur. Donc, le réseau africain de l'économie circulaire est enregistré en Afrique du Sud en tant qu'une organisation NPO, not-for-profit organization, mais a, n'est-ce pas, des racines sur toute l'étendue du territoire. Donc, quelle est notre vision à ASEN? À ASEN, notre vision est de, Christo, the next slide, notre vision est de construire une économie africaine qui restaure l'environnement, qui génère le bien-être et la prospérité et qui est inclusive de toutes les populations du continent à travers de nouveaux modèles économiques de production et de consommation qui maintiennent et qui régénèrent l'environnement ainsi que les ressources naturelles. Donc, à ASEN, nous avons des différents objectifs que nous poursuivons et nous avons des domaines bien spécifiés sur lesquels nous nous focalisons. Le premier est le partage de la connaissance et
le partage de la connaissance et le awareness raising. Donc, ici, le réseau africain développe et partage des connaissances sur l'économie circulaire à travers les différents canaux de communication qui sont déjà nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Donc, si vous ne nous suivez pas encore sur LinkedIn ou sur Facebook, mais nous sommes beaucoup plus actifs sur LinkedIn, c'est le moment de nous suivre en ligne sur nos différents réseaux. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer les micros si vous ne parlez pas? Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Merci. OK, donc le deuxième point sur lequel ASEN travaille, c'est la formation. Nous travaillons également à former les différents acteurs gouvernementaux, du secteur académique, des secteurs de l'entreprise également, y compris la société civile. Donc, à cet effet, le réseau a déjà conduit plusieurs séances de formation avec ces différentes catégories d'acteurs dont nous avons cité. Donc, nous partageons également la connaissance, mais nous favorisons le réseautage entre experts et entre différentes parties prenantes à travers des événements comme ce webinaire, par exemple, mais des événements aussi en présentiel où nous promouvons, n'est-ce pas, l'approche interdisciplinaire des solutions en mettant un accent sur l'implication des différentes parties prenantes pour, n'est-ce pas, encourager l'inclusivité et l'approche régionale à la résolution des différents problèmes et défis auxquels non seulement le continent africain fait face, mais des défis également auxquels nous faisons face au niveau global. Donc, ASEN également est focalisé sur la recherche et à travers la recherche, nous avons pour objectif, n'est-ce pas, d'adresser des problèmes qui sont particuliers au continent africain en impliquant les différents membres qui sont dans différents pays, en impliquant également le monde universitaire et des acteurs différents qui travaillent, n'est-ce pas, et qui ont acquis une expérience nationale et internationale qui contribuent aux différents projets de recherche qui sont menés par le réseau africain de l'économie circulaire. Next. Oui, ici un peu, vous avez un aperçu de la représentation de ASEN qui aujourd'hui a plus de 500 membres à travers 42 pays africains. Donc, vous pouvez voir sur la légende des pays où on a des chapitres. Donc, on a quelques pays qui sont un peu plus structurés que d'autres pays. Parmi lesquels le Cameroun, mais on a aussi également d'autres pays où on a des représentants ASEN, où les chapitres ne sont pas encore très structurés, mais dont le directoire travaille, n'est-ce pas, à appuyer davantage ces pays-là afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, se mettre ensemble et trouver des moyens de collaborer et de faire des choses ensemble. Donc, the next. Nous vous avons parlé, n'est-ce pas, déjà de notre vision des Next et voilà, quelques projets à scène sur lesquels nous avons eu à travailler, des Next, et vous pouvez aussi voir plus d'informations sur le site web ASEN. Ici, on a le projet Circular Food System qui a été mené au Rwanda collaboration avec des membres du chapitre ASEN Rwanda qui avaient une expertise qui matchait, n'est-ce pas, avec les attentes de ce projet. The next. Oui, et puis ici, c'est un secteur, c'est un autre projet sur la formation qui a également été mené. Et voilà, donc, pour nous rejoindre, vous pouvez tout simplement aller sur notre site web ou bien vous pouvez tout simplement aller sur notre site web ou bien nous allons vous partager, n'est-ce pas, le lien d'adhésion dans le chat.
et puis vous pouvez remplir une demande que vous allez envoyer et qui sera examinée par un comité qui est chargé de la sélection des membres dans différents pays. Donc, ici, je pense que je vais m'arrêter compte tenu du temps qui m'était imparti et je vais donner la parole à Florence, qui est la modératrice pour la thématique de ce jour. Et voilà, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Ascend, je vais laisser mon adresse email dans le chat, je vais laisser le lien dans le chat. Vous pourrez m'écrire pour me poser d'autres questions. Il y a plusieurs projets, mais le temps ne nous permet pas, n'est-ce pas, de passer en revue tous les projets qui sont menés en ce moment par le réseau africain de l'économie circulaire. Donc, Florence, je te passe la parole. Merci Jocelyne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire donc, sur le financement des PME et des initiatives circulaires. Donc à la suite des propos introductifs, nous allons passer maintenant aux différentes présentations qui vont être faites autour de 4 intervenants. Donc nous allons sans plus tarder inviter Monsieur Émile Landau, donc de la coopération allemande et qui est Country Lead pour le Cameroun du programme We4A. Monsieur Landau, vous avez la parole. Vous avez 10 minutes. Merci. Ok, merci Florence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme déjà présenté, je suis Émile Landau et je travaille pour le projet Women Entrepreneurship for Africa. En français, c'est Femmes entrepreneurs en Afrique. Et j'ai préparé quelques slides pour naviguer dans notre projet. Alors, au moment pour moi de partager mon écran pour ma présentation. Alors, ok, j'espère que vous voyez la présentation, hein, c'est sur un mode de présentation. Alors, j'ai vu quelques bénéficiaires de notre projet dans ce webinaire. Donc, je vous salue encore chaleureusement, nos bénéficiaires et ainsi que toutes les participantes et participants à ce webinaire. Alors, le projet IYBA We4A. IYBA qui est pour Invest in You Businesses in Africa et We4A qui est Women Entrepreneurship for Africa plutôt, est un projet qui est mis en œuvre depuis 2024 et qui va aller jusqu'en 2027. Alors, quel est l'objectif du projet? L'objectif global du projet, c'est de soutenir l'inclusion économique des femmes entrepreneurs, surtout, ou bien en particulier les femmes entrepreneurs qui sont actives ou bien qui sont dans le secteur vert, c'est-à-dire les femmes entrepreneurs qui sont dans les secteurs qui contribuent à la transformation verte ou alors tout ce qui est secteur de l'économie circulaire. Pas seulement circulaire, mais économie verte en général. Le projet a été conçu à partir, en analysant le contexte, on constate qu'en Afrique en général, les femmes sont beaucoup engagées dans des petites structures, des commerces, l'entrepreneuriat à petite échelle, de toutes petites entreprises et qui sont pour la plupart non formelles. Mais on constate que beaucoup de ces femmes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat ferment très tôt leur entreprise du fait, ça peut être du manque de financement ou bien aussi du fait de manque de compétences techniques, compétences entrepreneuriales. Et, elles font aussi face à d'autres défis qui sont non financiers et non techniques. C'est juste le contexte socio-culturel en Afrique. Alors que si on investit ou bien les institutions investissent dans le parcours entrepreneurial des femmes, on peut créer beaucoup d'emplois d'ici à 2030. Et à partir de ça, on peut contribuer à atteindre beaucoup des objectifs de développement durable. Donc, c'est un peu dans ce contexte que le projet IYBA We4A est né. Et c'est pas un projet en stand-alone. Donc, le projet We4A fait partie d'un grand nombre de projets.
Alors, la grande famille GIZ qui met en œuvre le projet We4A, c'est en fait We4D. Alors, We4D, c'est quoi? Employment Promotion for Women for the Green Transformation in Africa. Ça veut dire que We4A fait partie de la grande famille We4A. Bon, nous n'allons pas rester dans tous ces thèmes un peu complexes. C'est tout simplement dire que le projet We4A est mis en œuvre par la GIZ à travers notre grand projet de la GIZ qui est We4D. Et ce projet We4A est mis en œuvre dans plusieurs pays, exactement 8 pays en Afrique. Nous avons le Cameroun, nous avons le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Sénégal, la Tanzanie, le Togo et puis l'Ouganda. Alors, s'il y a des participantes ou des participants de ces pays-là, sachez qu'il y a aussi des country lead We4A dans vos pays respectifs. À partir de la définition des objectifs globaux, vous comprenez que notre cible, ce sont les femmes entrepreneurs qui sont dans l'économie verte. Et voilà les entités qui ont mis les fonds ou alors les entités qui financent le projet We4A. Voyons l'Union européenne, l'Organisation des pays du Caraïbes et Pacifique et puis le gouvernement allemand. Alors, en l'entame, j'ai dit notre cible, c'est les femmes entrepreneurs qui sont dans l'économie verte. Mais les secteurs, pour être un peu plus précis dans les secteurs, nous avons que l'agriculture durable ou bien l'agribusiness durable en général, énergie renouvelable, blue economy ou aquaculture, l'économie bleue et aquaculture, l'écotourisme, et puis l'économie circulaire, gestion des déchets, biomasse. C'est là où on se recoupe avec ASEN, qui est une très grande expertise en matière d'économie circulaire dans le monde et en Afrique en particulier. Donc, maintenant, comment nous fonctionnons exactement? Nous avons 4 grands axes. Il y a l'axe de démarrage qui est mis en œuvre par la Fondation Tony Elumelu Foundation, et qui cible les femmes qui ont les idées d'entreprise ou bien qui viennent juste de commencer ou bien de commencer l'implémentation de leur idée entrepreneuriale. À travers la fondation, elles vont recevoir des formations sur l'entrepreneuriat, le management, leadership et plus particulièrement sur l'économie verte, les rouages de l'économie verte, les particularités de l'économie verte, et même les opportunités de l'économie verte. Comment intégrer les aspects durables, de durabilité dans son business. Et puis, nous avons une composante développement. Alors, j'ai oublié, dans la partie démarrage, il y a aussi le capital d'amorçage ou bien capital de démarrage de $5 000. Tout à l'heure, je vais vous présenter les chiffres pour le Cameroun. La composante développement que vous voyez un peu plus en bas là, c'est une composante à travers laquelle les femmes entrepreneurs du secteur vert vont recevoir des appuis non financiers. Des appuis non financiers, c'est à travers des coachings, à travers des mentorats, à travers des formations techniques spécifiques. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de travailler avec les acteurs de l'écosystème. Par exemple, Jocelyne qui a introduit ce webinaire, nous collaborons ensemble pour soutenir les femmes afin de mieux structurer leur business, afin d'avoir des compétences entrepreneuriales suffisantes pour mener à bien leur projet entrepreneurial. Nous les préparons pour qu'elles soient éligibles, par exemple, soit au crédit, soit au financement. Crédit et financement. Ça veut dire quoi? Nous travaillons les femmes pour mieux structurer leur business, leur donner les compétences en leadership suffisantes pour s'exprimer, les compétences pour mieux présenter leur projet. Et puis aussi, nous les accompagnons pour préparer leurs documents qui peuvent être présentés à un financier ou bien à un investisseur, par exemple. Voilà. Et à côté de ça, nous avons un axe Connect ou bien Connection. Pendant que nous préparons les femmes à avoir des business ou bien des entreprises bien structurées, formelles et bien structurées, nous organisons aussi des plateformes de rencontres, de partage d'expériences. Et à travers cette plateforme, les femmes peuvent rencontrer des financiers, peuvent rencontrer des banquiers ou bien des acteurs de la finance en quelque sorte. Donc, nous
nous offrons la plateforme et nous donnons la possibilité aux femmes entrepreneurs de tisser des liens d'affaires ou bien d'avoir des contrats avec d'autres partenaires ou bien d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Au bout de la chaîne, les femmes entrepreneurs du secteur vert qui ont des business mieux structurés, qui vont bien assimiler tous nos appuis, recevront à travers notre partenaire investisseurs et partenaires. Le nom, c'est investisseurs et partenaires. C'est une entité qui est spécialisée dans la recherche des financements. Donc, les femmes qui auront émergé et qui vont encore nous montrer que leurs business ont un grand potentiel, nous allons activement les mettre en contact avec ce partenaire de mise en œuvre qui s'appelle AMP, investisseurs et partenaires pour rechercher des financements spécifiques pour elles. Voilà. Maintenant, quelques chiffres. 2024, avec la fondation Tony Elou, la fondation TEF, nous avons formé plus de 300 femmes au Cameroun. Parmi les 300 femmes, il y avait 78 dans le secteur de l'économie circulaire et gestion des déchets. Et parmi les 78 femmes du secteur de l'économie circulaire et gestion des déchets, 41 ont reçu un capital d'amorçage de 5 000 $. Alors, c'est avec ces femmes que nous continuons de travailler, nous continuons de les soutenir à travers la composante développement, comme je vous ai dit. Il y a des coachings, il y a des formations, il y a des plateformes de réseautage et de partage d'expériences. Il y a aussi des concours de présentation. Nous les entraînons à faire des pitch to investors et ce, régulièrement. Voilà. Et puis, alors, les femmes qui émergent et qui utilisent à bon escient leur capital d'amorçage, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses et dans le cadre de ce webinaire, je vous présente tout simplement une jeune femme entrepreneur, très jeune femme entrepreneur ici au Cameroun, qui est dans le secteur de l'économie circulaire et elle fait particulièrement dans le recyclage, des produits agroalimentaires pour produire des parfums, pour produire du parfum. Alors, elle est à Douala, elle continue de suivre nos coachings et elle compte parmi celles que nous comptons soutenir davantage afin qu'elle ait des financements un peu plus gros que les 5 000 $ de capital d'amorçage. Donc voilà, brièvement, présenter le projet We4E et je pense qu'à travers des questions, on peut donner encore plus de détails. Merci. Merci, Monsieur Lando Émile, par cette présentation à travers le projet que vous coordonnez pour les initiatives féminines. Alors, de femme en femme, now I introduce Mrs. Juveline Gumgwa. She's the founder of Bligly, and you have the floor for 10-minute presentation. Je rappelle aux participants que nous allons avoir les 4 présentations successives. Donc, prenez le temps d'écouter. Comme on vous l'a dit en introduction, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et à la fin des 4 présentations, nous allons avoir cette session d'échange parce que les 4 présentations sont complémentaires. Mrs. Juveline, you have the floor. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Thank you. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here today. My name is Juveline Gum. I am the CEO and founder of Bligly, a circular economy enterprise working at the intersection of climate action, community development, and innovation. And today I'm going to be sharing my experiences as an SME operating in the circular economy space in Cameroon and also in Senegal, the work that we do and how we've financed our journey, and the lessons that we've learned in attracting both traditional and innovative forms of funding.
So our story is basically about turning waste into opportunity, into valuable products, and building sustainable models that empower communities, protect the environment, and also create green jobs. So about Bleakly, Bleakly was founded in 2019 with a simple but urgent mission to transform waste into value, to empower communities, and also to combat climate change. So we operate as a circular economy enterprise. We are converting mainly plastic and agricultural waste into high value products like bioenergy briquettes for cooking, biochar, compost, and recycled plastics. And these products can be used for either cooking, for soil restoration, for sustainable manufacturing, and to replace fossil fuel or pollution alternatives. And one of the things that set us apart is our integration of technology. We've developed AI-powered software that tracks waste hotspots. The software can quickly identify poor waste disposal like overflowing waste bins, overfilled landfills, or waste in drainage channels, which helps us to work with municipalities and city councils to quickly and efficiently collect waste in communities for recycle. And then we open local recycling hubs in each community that we get into. And like I said before, currently we are operational in Cameroon and Senegal. We have over 39 full-time staff supporting our operations. And in 2024 alone, we were able to divert over 30,000 metric tons of waste. And till date, our work has contributed to over 141 million kg of carbon dioxide emissions avoided. And our impact and approach have earned us both national and international recognition, including the Climate Tech Global Award and the Lippmann Family Prize. And we are proud to be scaling a model that is both inclusive and climate smart. Looking at our circular economy model, at Bleakly, our circular economy model is following. It follows a simple but powerful flow: collection, conversion, commercialization, and community impact. So we begin with waste collection, focusing on two key waste streams: plastic waste and agricultural waste. And then first of all, we use the software to identify poor waste disposal, like overflowing waste bins, drainage channels, overfilled landfills. And then we work with community members to collect the waste and recycle. And one of the strong partnerships we've had so far is a partnership with municipal councils in Douala, Idea, and in Dakar, Senegal. And the next step is the conversion, where we are converting the waste in our local recycling hubs. And we process the waste into valuable products, including the bioenergy for cooking, biochar, compost, and recycled plastics for reuse in manufacturing. Then we move to commercialization, that's creating sustainable revenue streams that allow us to reinvest in local operations while making circular practices accessible to the communities we serve. And finally, real transformation happens at the community level. That means we work with local community members in each community we move into. And so we are creating jobs while also reducing pollution and improving climate resilience. So this is not just an environmental model, it's also kind of social innovation that we are tackling poverty, pollution, and unemployment all at once through a bottom-up inclusive approach. In terms of financing journey overview at Bleakly, over the past few years, Bleakly has raised approximately 1.35 million US dollars in funding.
sorry, I'm thinking about the statistics in Senegal. A currency, it's 1.25 million US dollars in funding to date, and a vast majority of that is coming from grants. We've secured over 1.2 million grants in financing, which has been instrumental in funding our development, building infrastructure, and expanding our staff and supporting community programs. And these grants have come from climate innovation hubs and development organizations like the African Development Bank and the United Nations. And the other 50,000 US dollars approximately have come from loans, and these were mainly used for equipment purchases and to manage short-term cash flow needs. And as a circular economy enterprise, assessing affordable loans remains a challenge for us, especially when revenue generation is still stabilizing. And in addition, we've also received some modest donations from supporters and partners, often for pilot projects, for community outreach, and also to test small-scale innovations. For the moment, we are actively working on other innovative financing mechanisms, including carbon credits and plastic credits, but which we haven't had certification because it's not quite easy to get that. And we see that as promising long-term channels to monetize the environmental value that we generate in reducing environmental pollution and in removing plastic waste. So our journey has been a mix, but grant funding has really been the engine that has helped us to get to this point. And as we look to scale and to sustain, we hope to go beyond, traditional means of funding and to explore financing mechanisms that can go beyond traditional grants and loans. And waste management sector is quite a capital-intensive sector. Establishing local recycling hubs and getting the machines are quite capital-intensive. And working with each local community we get into, we also have to hire the team. And one key opportunity in the African innovative financing sector is the carbon credits. Because our work in producing bioenergy and preventing methane from organic waste or agricultural waste directly reduces greenhouse gas emissions. So we are currently in the process of, discussions on how we can assess, the certifications that would reduce, that would cause these reductions in emissions, under either regional or national carbon credit frameworks, so that we can continue to generate revenue by selling verified credits. And we are also exploring plastic credits as this is in the pipeline, because this can open doors for partnerships with brands and producers that are under pressure to meet recycling or offset targets. And then there is the blended finance that's combining grants, low interest loans, and climate-linked incentives. So this approach helps to de-risk projects and attract private sector capital that might otherwise be hesitant to invest in early stage sector businesses. Finally, we also see great potential in public-private partnerships. For example, work directly with municipalities and city councils to manage waste systems, to use our software to quickly identify poor waste disposal, like overflowing bins and overfilled landfills and drainage channels, and also working to open community recycling hubs. It's a kind of win-win situation because we are offering affordable and efficient services while the public sector is supporting our innovation. And together, these innovative instruments can unlock new capital flows for circular solutions, especially in African markets, where we see that mostly traditional financing is often limited. In terms of tips for raising financing for circular
for social small and medium-sized enterprises. As a secular SME, one of the most important things we've learned is that financing follows clarity, credibility, and connection. So first, it's very important to clarify your impact. Don't just talk about the mission. You have to quantify your results. In our case, most of the quantities we give are measurements in CO2 emissions, avoided tons of waste, diverse number of jobs created, especially in vulnerable groups. So the numbers speak louder than the good intentions. And secondly, for SMEs, tell a compelling story, one that connects, impact, community empowerment, and innovation. Because investors and funders, they want to see that you understand the bigger picture and your unique role in it. And third, you have to diversify your funding sources. Don't rely just on grants. You can explore loans, blended finance, and emerging instruments like carbon or plastic credits, even if they are still developing. And fourth, build your credibility. Yeah, the awards, the grants, the partnerships, and consistent impact reporting. Keep your books, your records, financial records good. Keep your impact measurement good, and it helps to build your credibility and allows the funders to feel confident in your capacity to deliver. And next, be grant ready at all times. Like I said before, you have clear financials, have a solid pitch deck, have a well defined business model, and ideally you could have a monitoring and evaluation framework or a monitoring and evaluation team in place. And also use existing platforms like accelerators, donor networks, and innovation competitions. And looking ahead, we have 3 priority projects for which we are actively seeking funding and strategic partnerships. We have expansion of our waste mapping software to additional communities in Africa where waste management is actually challenged, or where they are actually out of control of municipal authorities, where they manage the waste themselves. And we are also looking at a regional bioenergy hub in Littoral Cameroon and Dakar, Senegal, that's opening a larger hub that can produce clean energy from recycled agricultural waste. And also we are also looking at carbon credit certification that's going to be in the future. To wrap this up, I want to leave you with a key message from our journey at Bleakley. Firstly, circular economy is not just an environmental model, it's also profitable, impactful, and it's fundable. And when done right, it can address multiple challenges at once. It can address climate change, unemployment, pollution, and inequality at once. Secondly, financing is very possible, but it requires the right structure. Have a good structure at your business, have the right language, have a compelling story to tell, because funders would want to see that your model is scalable, that your impact is also measurable. And thirdly, innovative instruments like carbon credits are shaping the future of climate smart finance. And African secular SMEs have a real opportunity to lead here, not just follow. And fourthly, don't underestimate the power of community-driven models. Funders today often want to check solutions that are inclusive, that are rooted in the realities that people face on the ground, and that are able to uplift vulnerable people. And finally, collaboration is everything. No one can scale alone. Partnerships, networks, knowledge exchange are the things that fuel what helps us grow and to become resilient. Thank you all for your time and for your attention. And if you're interested in collaborating, we could connect on LinkedIn. And, I'm happy to take any questions. Thank you. Thank you very much, Mrs. Juveline. You have also already some question in the chat, but we come back to you
after the end of the whole presentation. Bien, maintenant, on va passer à une autre présentation, toujours d'une PME, pour voir quelles sont les activités que cette PME mène et surtout les types de financement dont elle bénéficie. Donc, nous allons passer la parole maintenant à M. Eric Kamdio, qui est DGA au niveau de Namé Recycling. Monsieur Kamdio, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole donnée. Ok, il m'a été donné de vous présenter, n'est-ce pas, sur la thématique, le financement des PME et les initiatives circulaires en Afrique. Vous savez, dans un contexte où la gestion des déchets et l'économie circulaire dans un contexte où l'économie circulaire diverge, deviennent des impératifs, nos PME jouent un rôle clé pour concilier développement économique et préservation de l'environnement. À travers dans cette présentation, nous allons explorer différents les mécanismes disponibles qu'il y a en notre possession. Alors, Namé Recycling, c'est une entreprise à mission dont le rôle consiste à collecter, sensibiliser d'abord, collecter, produire et commercialiser les déchets plastiques qui sont transformés en feuillards. Les feuillards, c'est des cordes, des bandes de cerclage et en palettes plastiques que nous vendons dans le marché local et sur le marché régional également. Dans le cadre généralement de la collecte, nous avons mis en place des systèmes qui permettent, n'est-ce pas, de récompenser l'éco-geste de chaque citoyen en mettant en place dans des arrondissements des centrales d'achat que nous appelons des Namé Box pour inciter les ménages, n'est-ce pas, à adopter le tri sélectif et trier leurs déchets de la maison et les ramener auprès de ces centrales d'achat, rémunérant un franc symbolique. Donc, vous pouvez le voir un peu partout dans la ville de Douala et à Yaoundé au niveau du rond-point express et notre nouvelle box qui est présentement à Kribi également. Donc, voilà, pour faire, vu qu'on n'a que 10 minutes également, si on parle aujourd'hui de l'économie circulaire, c'est généralement en contradiction avec l'économie linéaire qui consiste à produire, à extraire, produire et jeter. À la fin, on obtient justement des déchets. Et généralement, ces déchets créent un grand impact généralement dans notre environnement, qui sont beaucoup plus sanitaires, environnementales et sociales également. Et pour pallier à ça, donc, nous avons opté donc pour une transition vers un modèle dit circulaire qui consiste à extraire, produire et recycler les déchets également pour que ces déchets puissent avoir une durée de vie et empêcher l'extraction, n'est-ce pas, des différents pour ne plus extraire, n'est-ce pas, les produits issus, n'est-ce pas, des produits pétroliers ici pour la production du plastique. Alors, quels sont les avantages spécifiques pour l'Afrique pour pouvoir, n'est-ce pas, transiter vers l'économie circulaire? Il y a une réduction de nos dépenses aux importations parce que l'économie circulaire permet de réduire la dépendance aux importations de matières premières. Vous savez, aujourd'hui, la matière première recyclée est très demandée sur le marché. Il n'a qu'à voir tout récemment l'arrêté interdisant l'exportation des déchets plastiques, n'est-ce pas, au Cameroun. Aujourd'hui, il est interdit d'exporter aujourd'hui des déchets plastiques. Il y a la création d'emplois locaux. Vous allez voir autour, n'est-ce pas, de ces centrales d'achat, il y a des associations, il y a des emplois qui se créent, des collecteurs qui se créent en groupe pour pouvoir, n'est-ce pas, collecter et pouvoir les vendre ces déchets auprès de nos centrales d'achat également. Il y a l'innovation locale adaptée également. Il y a des initiatives locales qui sont faites qui encouragent l'innovation locale en adaptant justement les solutions aux défis spécifiques du continent africain. Alors, pour être plus concret, comme source de financement, nous avons identifié deux sources de financement qui sont déjà sur le plan local
et sur le plan international. Également, sur le plan local, nous avons des activités de l'État, le secteur privé, les entreprises privées, comme les banques commerciales également, la SGC, qui a pu, n'est-ce pas, mettre à notre disposition 350 millions il y a de cela 2 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, booster un peu nos activités de collecte et de production. Et c'était généralement pour la transformation des déchets de plastique dur de type HDPE pour pouvoir nous acquérir d'une nouvelle machine à injection qui nous permet de produire des palettes en plastique également. Et également la coopération internationale. Nous bénéficions aussi également du crédit plastique avec des organisations comme Plastic Bank qui, eux, n'est-ce pas, met en place un système de bonus par incitation aux collecteurs. Ils payent directement les collecteurs qui travaillent avec Namé Recycling. Ils payent à 18 000 la tonne. Donc, ils payent après chaque mois. Donc, vous estimez que quand un collecteur collecte pratiquement 10 tonnes en 3 mois, il a un bénéfice que Plastic Bank lui reverse directement de 180 000 francs également. Sans compter, n'est-ce pas, l'achat, le prix local que Namé Recycling achète à 60 000 la tonne également. Il y a aussi également le FECOM qui finance également des activités des PME également. Donc, il y a, sur le plan international également, il y a, tout le monde le sait, les fonds de financement dédiés, fonds environnement, climat. Il y a également les institutions financières comme la Banque mondiale, comme le FMI, la BAD, qui était un organe de mise en œuvre des financements également. Il y a la BAD également. Donc, en ce qui concerne les banques commerciales comme la SGC, elle offre, n'est-ce pas, des prêts à moyen long terme sur des lignes de crédit qui facilitent le trade financier. L'accès est souvent, malheureusement, conditionné par des garanties solides et historiques financiers prouvés également. Donc, il y a les institutions financières, les entités comme la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui offrent, n'est-ce pas, des financements à des conditions plus favorables, souvent avec un volet d'assistance technique ciblant des projets à fort impact également. Donc, il y a les financements innovants, comme les microfinances, comme FOSEP qui offre, n'est-ce pas, qui est un fonds vert dédié pour des startups qui offre des petits prêts accessibles et adaptés aux besoins des entrepreneurs parfois émergents. Il y a des fintech, il y a des plateformes fintech qui facilitent l'accès au financement via des services numériques, des scores crédits alternatifs, des prêts rapides réduisant, n'est-ce pas, une certaine barrière géographique. Il y a aussi, comme la présentation précédente, des crowdfunding qui sont des financements participatifs qui permettent nécessairement aux PME de lever des fonds auprès d'un plus large public également. Donc, voilà, en termes de modalités d'accès, il y a aux fonds nationaux, les mécanismes de financement nationaux fonctionnent principalement via des modalités d'accès direct, simplifiant la démarche pour des porteurs de projets. Donc, les porteurs de projets peuvent solliciter directement les entités de financement national. Il s'agit d'agences gouvernementales, des banques locales ou des fondations privées également. Namé Recycling a pu bénéficier, n'est-ce pas, de certains fonds liés au FECOM et également aussi dans le cadre de, n'est-ce pas, la confection des Namébines. Des Namébines, ce sont des poubelles écologiques qui sont mises un peu partout dans les villes pour pouvoir inciter les populations à trier leurs déchets et à n'éjecter uniquement que les déchets plastiques également. Donc, et généralement, les critères d'éligibilité, il faut respecter certains critères spécifiques liés au projet et aux objectifs environnementaux du financeur. Donc, les critères peuvent inclure la taille du projet, l'impact alimentaire et la viabilité financière également du projet. Donc, et généralement, en ce qui concerne les fonds internationaux,
Vous pouvez aussi avoir accès, il y a des accès directs et des accès indirects parfois aussi, par accès indirect. Comme accès indirect, vous allez voir que les pays éligibles sollicitent généralement les fonds de financement internationaux. C'est-à-dire il faut que le pays, le Cameroun, comme vous êtes une PME, que le Cameroun soit éligible à ces fonds. Hein, ça nécessite, n'est-ce pas, des capacités institutionnelles robustes pour gérer les processus complexes et des exigences en termes de reporting également. Par exemple, il y a l'accès direct au fonds vert climat. Les fonds vert climat, généralement, l'accès peut être direct parce que l'État, par le biais, par exemple, du ministère du Financement, peut recevoir ce fonds et les dispatcher par des points focaux qui sont au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, vous, des PME, au ministère de l'Environnement, il y a des fonds points focaux climat là-bas où vous pouvez bénéficier parfois de certains fonds également. Il y a aussi par accès indirect, ces fonds peuvent être ventilés via des institutions de mise en œuvre accréditées, hein, comme la Banque mondiale, la BAD, le PNUD, hein, également. Et également, il y a des exigences en termes de procédures également qu'il faut respecter. Il y a des critères d'éligibilité des projets. Les projets doivent démontrer un impact, comme je le disais tout à l'heure, environnemental significatif et être techniquement solide, financièrement viable et aligné également. Donc, il y a des conditions d'admissibilité du pays, il y a des procédures d'approbation également. Mais toutefois, je ne vais pas manquer de vous dire que malheureusement, ces PME font face à des défis qui sont généralement parfois très difficiles. Et il faut que je vous le partage aujourd'hui, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et l'accès justement à ces fonds est entravé d'une série de difficultés qui rendent parfois le processus d'acquisition des fonds parfois incertain. Par exemple, je vais vous parler des exigences élevées. Parfois, les critères des projets et des conditions d'admissibilité des pays sont excessivement rigoureux et peuvent exclure, n'est-ce pas, de nombreux demandeurs potentiels. Il y a aussi parfois les procédures d'approbation sont souvent chronophages. Donc, aboutissent, pour que le dossier puisse aboutir, ça met parfois assez du temps. Il y a aussi parfois une surcharge informationnelle. Il y a trop d'informations non facultatives à fournir, rendant le processus parfois fastidieux pour le porteur du projet également. Donc, sur le plan national, pour l'accès des financements parfois dans les banques, les dispositifs financiers existants privilégient beaucoup plus le secteur traditionnel au détriment, n'est-ce pas, de l'innovation circulaire. Parfois, les banques assimilent l'innovation environnementale au risque, ce qui fait que c'est un peu difficile pour une start-up ou une PME de pouvoir avoir, n'est-ce pas, des fonds qui viennent généralement des banques. Parce que là-bas, il y a des exigences de garantie trop strictes. Donc, les banques demandent des garanties matérielles, immobilières, que parfois les jeunes entreprises circulaires n'ont souvent pas. Donc, une start-up comme par exemple Kemit Écologie a dû autofinancer avant d'obtenir un prêt, ce qui illustre carrément une barrière. Parfois, on vous demande même d'exercer, de fonctionner un certain nombre de temps, de prouver la viabilité du projet pour qu'on puisse vous financer également. Donc, il y a aussi parfois, les PME africaines ont du mal, en raison du manque de garanties, justement, parfois on demande des garanties immobilières, on demande des bilans financiers, et parfois les PME ont un bilan financier peu développé, et ça peut être perçu comme un facteur de risque élevé par ces institutions financières-là. Donc, voilà ce que je peux dire en si peu dans le cadre de cette thématique. Maintenant, comme étude de cas, vous avez vu ici au Cameroun la gestion des déchets plastiques beaucoup plus. Il y a deux grands leaders sur le marché présentement en ce qui concerne beaucoup plus de PET. Hein. Il y a Name Recycling, il y a EcoGreen, il y a Red Plus, il y a beaucoup plus des associations, des organisations, des ONG comme Clean Cameroon, j'en passe.
Donc, ces différentes entreprises-là bénéficient quand même du soutien de certaines banques. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un certain prérequis, il y a un certain prémisse, il y a une certaine valeur et richesse sur place, une certaine histoire qui fait en sorte que l'accès au financement aujourd'hui devient pratiquement facile pour ce type d'entreprise-là. Donc, qu'est-ce que je peux donner comme recommandation? Comme recommandation, je veux dire que pour pouvoir avoir accès à ces financements, justement, il faut structurer un business plan assez solide. Il faut intégrer dans le business plan, chaque PME doit intégrer dans son business plan des indicateurs d'impact environnemental et social pour démontrer, n'est-ce pas, la valeur ajoutée et la rentabilité à long terme de l'entreprise circulaire. Il faut un plan bien détaillé. Le plan détaillé doit être essentiel. Il faut aussi également cibler les financements mixtes, c'est-à-dire combiner les subventions et prêts. Ça permet de réduire les risques financiers initiaux et d'optimiser, n'est-ce pas, le levier de financement, rendant le projet plus attractif pour les investisseurs. Et il faut aussi également à tous ici rejoindre, n'est-ce pas, des réseaux sectoriels, hein, comme la scène African Circular Economy qui nous a fait le plaisir, n'est-ce pas, avec ce webinaire. Donc, il faut vous engager avec des associations comme ça qui offrent des possibilités, n'est-ce pas, de réseautage, de partage d'expériences et d'accès à des informations précieuses sur le financement. Donc, ça, c'est ce que je pouvais partager avec vous pour le moment. Je pourrais développer, n'est-ce pas, avec des questions pour respecter le timing. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Eric Kambio, pour cette présentation. On ne vous a pas coupé parce que vous avez vraiment étayé les différentes approches guichets de financement qui cadrent bien avec le thème de ce webinaire. Et donc, nous allons faire la grande transition puisque nous allons maintenant avoir la présentation de Dr Nzali Serge, qui est donc Head of Sustainability au sein de la Société Générale Cameroun. Et donc, tout à l'heure, vous avez entendu parler de critères. Dr Nzali est expert en évaluation, en particulier sur ces nouveaux critères dits ESG, Environment, Social and Governance, et il s'occupe aussi de la prise en compte du développement durable et des enjeux à long terme dans les stratégies des acteurs économiques. Dr Nzali, vous avez la parole. Merci Florence, vous m'entendez? Oui, Monsieur Nzali. Oui, je pense que j'ai la possibilité de partager mon écran. Je pourrais partager directement. Ça va. Alors, C'est bon. je crois que Jocelyne l'a déjà fait, c'est OK. Donc, le financement des PME et des initiatives circulaires en Afrique. Donc, j'ai tenté de faire cette présentation en l'accent beaucoup plus sur les initiatives ou encore les actions que doivent prendre les PME pour pouvoir être éligibles au financement qu'on qualifie aujourd'hui de financement durable. Donc, il ne s'agira pas pour moi de développer vraiment la réflexion dans tout son ensemble, mais en me focalisant sur la question de finances durables qui est mon travail au quotidien. Donc, sur cette base-là, j'ai proposé deux questions de réflexion. Donc, la première, c'est comment est-ce que les banques comprennent l'économie circulaire? C'est-à-dire quand vous êtes une PME et que vous approchez une banque, surtout une banque internationale qui fonctionne avec des standards internationaux en matière de durabilité, comment est-ce qu'elles perçoivent votre business? Parce que dans notre contexte, et je pense que le précédent intervenant l'a mentionné, les PME souvent ne comprennent pas comment les banques raisonnent. Donc, une banque orientée finance durable, comment elle va percevoir votre business qui est dans l'économie circulaire? Et il faut le comprendre pour pouvoir avoir accès justement au financement que ces banques offrent. La deuxième question, c'est comment ces institutions financent l'économie circulaire? Quel type de produits elles mettent en place? Quels sont les critères d'éligibilité?
qu'est-ce qu'elle considère comme étant de l'économie circulaire en général et comment est-ce que elle vous elle qualifie votre projet comme étant un projet rentrant dans les critères de l'économie circulaire. Donc, à la slide suivante, on va voir que le contexte africain est un contexte qui est mentionné et marqué par... on va à la slide suivante, s'il vous plaît. Le contexte africain est marqué par le fait qu'on a un continent qui est non seulement un continent très riche, mais un continent qui fait face à des enjeux écologiques extrêmes. On est, tout le monde le sait, on est le continent qui est le plus exposé aux impacts du changement climatique parce que justement notre système économique, industriel, urbain n'est pas adapté. Et donc, on a plus de conséquences qui nous frappent au quotidien dans un contexte démographique galopant. En plus, le contexte de pauvreté. Le continent africain, vraiment, c'est un continent sur lequel il y a pas mal de challenges. Mais on constate quand même que ce contexte-là est marqué par le fait que l'économie circulaire, dans notre contexte, correspond à une opportunité. C'est vraiment, ce n'est pas pris comme une contrainte, mais comme une réponse stratégique, une formidable opportunité pour réinventer notre modèle de développement. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit déjà, notre culture en Afrique est une culture qui intègre beaucoup de principes de l'économie circulaire, beaucoup de principes qu'on voit dans l'économie circulaire, comme la réutilisation, le recyclage, le fait de conserver un bien, de le céder aux générations, de le recycler, de le réparer. Ça, c'est des choses qui existent très bien dans notre culture. Et c'est des points forts que nous pouvons capitaliser pour bien réinventer notre modèle de développement. Et donc, dans ce contexte-là, justement, les institutions financières ont une certaine perception de tous les projets d'économie circulaire comme étant des opportunités, justement, pour financer la transition écologique. Donc, la transition écologique, depuis les accords de Paris, est devenue vraiment le moteur, si vous voulez, pour les institutions financières. Donc, que ce soit les institutions de développement comme la Banque mondiale, la Banque africaine, toutes les institutions privées, toutes les banques privées comme la Société Générale et même d'autres confrères, on est tenu, depuis les accords de Paris, à intégrer dans nos modes de fonctionnement le financement du développement durable. Pourquoi? C'est qu'on s'est rendu compte que pendant longtemps, on imaginait le développement comme étant une question qui est fortement liée aux entreprises. Donc, la solution qui a été adoptée depuis déjà au moins 15 ans, c'est de dire les entreprises sont certes celles qui polluent, les entreprises sont certes celles qui créent des déchets, qui créent un impact environnemental négatif, mais derrière les entreprises, en amont des entreprises, il y a les banques qui financent ces entreprises-là. Donc, il y a les institutions financières qui apportent des crédits à ces entreprises. Donc, si les institutions financières elles-mêmes n'opèrent pas leur propre transition, c'est-à-dire la modification de leur manière de travailler, de financer, il y aura probablement jamais une inversion de cette tendance à la dégradation de notre environnement. Et donc, de ce fait, les institutions financières aussi commencent déjà à intégrer cette question de durabilité. On parle beaucoup d'ESG aujourd'hui, parce que les banques aujourd'hui ont de nouveaux critères qui sont des critères autres que les critères financiers pour évaluer un projet, pour décider dans la prise de décision de financer ou pas. Donc, il y a donc une opportunité pour les banques parce qu'on sait qu'il y a des besoins de financement pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est des millions de dollars, des milliards de dollars qu'il faut. Et donc, les banques aussi se sont impliquées. Et donc, il y a des cadres politiques qui commencent à être définis au niveau des instances de réglementation, au niveau bancaire, à travers les taxonomies vertes. Donc ça, c'est un terme que
ceux qui ne sont pas familiers au monde de la finance, c'est un thème que vous devez retenir parce que, en fait, quand vous apportez un projet et que vous dites que votre projet contribue au développement durable, qu'est-ce que la banque fait? La banque va regarder dans la taxonomie, est-ce que votre projet correspond à la liste des projets qui sont éligibles à cette taxonomie. Donc, la taxonomie, qu'est-ce que c'est? En fait, la taxonomie, c'est simplement une grille de lecture. Hein. C'est une grille de lecture qui permet à une institution financière ou une institution de développement de savoir si un projet contribue ou ne contribue pas au développement durable. C'est très important d'avoir une telle grille de lecture parce que sinon, on risque de financer tout et n'importe quoi et dire qu'on fait du développement durable. Donc, la première taxonomie est celle qui a été développée par l'Union européenne. Et la taxonomie de l'Union européenne est celle sur laquelle la plupart des taxonomies se sont copiées. Ensuite, il y a une taxonomie internationale qui est celle de l'ICMA. Il y a aussi la taxonomie de l'UMOA. L'UMOA, c'est l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale n'a pas encore de taxonomie, mais c'est en construction. Donc, si vous voulez, de manière beaucoup plus simple, pour une PME circulaire, par exemple, la taxonomie, c'est un instrument qui va lui permettre d'attirer des financements, en particulier pour les grandes institutions de développement et tout ça, qui sont vraiment intéressés par les questions d'impact. Une PME doit s'assurer, donc, dans ce cadre-là, qu'elle comprenne bien le langage de ces institutions financières. Et ce langage-là, comme je l'ai dit, c'est la taxonomie de la finance verte. Donc, c'est un langage commun à tous les investisseurs. Donc, si vous rencontrez une banque et que vous lui dites que votre projet peut avoir un impact sur le développement durable, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier si votre projet rentre dans cette catégorie-là. Des projets, comme on dit, des projets verts. Donc c'est vraiment une classification, quoi. C'est vraiment le dictionnaire officiel des banques. Pourquoi c'est important d'avoir une telle taxonomie? Premièrement, parce que ça permet d'éviter le greenwashing. Donc, si vous avez une institution financière qui dit que dans mon portefeuille de crédit, j'ai financé peut-être 30% des crédits que j'octroie, je les octroie au développement durable. Et aujourd'hui, vous le savez, la plupart des institutions financières font un reporting annuel de développement durable, un reporting d'impact ou encore un reporting RSE dans lequel ils disent quelle part des crédits qu'ils ont octroyés aux entreprises va vers le développement durable ou éviter justement ce greenwashing. La taxonomie, c'est l'outil prioritaire pour identifier justement dans le portefeuille quels sont les projets green ou pas. Par exemple, nous, à la Société Générale, nous avons financé Namé Recycling. Je pense que le DGA l'a dit. Ce projet-là a été comptabilisé comme étant un projet green que nous avons financé parce que justement, ça fait partie des projets qui rentrent dans la catégorie de l'économie circulaire. Alors, de manière plus concrète, bon, bien sûr, la taxonomie est importante parce qu'elle permet de canaliser les flux de capital. Parce que quand vous financez, si vous dites, par exemple, dans vos objectifs en tant que banque, que vous allez financer le développement durable, cette liste de projets-là, ça vous permet de voir où est-ce que vous orientez les fonds. Donc, allons-y à la slide suivante. De manière un peu plus concrète, on va voir qu'est-ce qui rentre véritablement en matière de... À la slide suivante, s'il vous plaît. Dans les différentes catégories, si on s'appuie d'abord principalement sur la taxonomie de l'Union européenne, on va voir que la taxonomie de l'Union européenne, qui est, bon, généralement, on peut dire la taxonomie de référence, elle vise 6 objectifs environnementaux. Quand elle a été mise en place en 2022, elle avait principalement 2 objectifs climatiques et environnementaux qu'elle visait, notamment l'atténuation au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Ensuite, en 2023, il y a 4 autres catégories qui ont été ajoutées. Donc,
il y a l'utilisation durable des ressources aquatiques et maritimes. On a la transition vers une économie circulaire qui fait justement l'objet de ce webinaire. On a la prévention et la réduction de la pollution. Et enfin, la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, voilà les impacts, les objectifs, si vous voulez, ou encore même les principaux objectifs climatiques et environnementaux qui sont visés par la taxonomie. Donc, si un projet ne contribue pas à un ou plusieurs de ces objectifs-là, il ne peut pas être considéré comme un projet vert. Ça, c'est le premier critère. Donc, la deuxième chose, c'est maintenant, ce projet-là, s'il contribue à un ou plusieurs de ces objectifs-là, quelle activité économique réellement vous faites qui permet de contribuer à ça? Donc, il y a 90 activités dans la taxonomie de l'Union européenne qui sont éligibles. Et si vous regardez dans ces activités éligibles-là, vous verrez que bon, il y a la gestion de l'eau et la gestion des déchets qui véritablement rentrent en compte dans ces différentes catégories-là. Et il y a d'autres taxonomies. Peut-être pendant les discussions, je pourrais partager les liens de cette taxonomie-là dans le chat pour que ceux qui sont intéressés puissent télécharger. Il y a la taxonomie de l'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA, qui est en fait une circulaire de l'autorité des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi la taxonomie de l'ICMA, qui est en fait un organisme international des marchés financiers. Et lorsque votre région n'a pas de taxonomie, vous pouvez vous appuyer sur l'aide de l'ICMA, qui donne un listing de projets qui peuvent être considérés comme des projets verts. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette taxonomie de l'ICMA, et même celle de l'Afrique de l'Ouest aussi, donne aussi des projets qui sont des projets sociaux. Parce que vous pouvez financer l'économie circulaire avec un fort impact social et vous mettez beaucoup plus en avant l'impact social que l'impact environnemental. Par exemple, il y a des projets d'économie circulaire où on fait beaucoup plus de la récupération de déchets à travers les communautés. Je pense que l'une des premières présentations faisait mention à ça, où on travaille avec des populations défavorisées qui collectent des déchets et ça leur permet d'avoir un revenu et améliorer aussi leur qualité de vie. Donc, pour être vert, donc, il faut être éligible à la taxonomie, avoir un impact positif, ne pas avoir un impact significatif, un impact négatif significatif. Et bien sûr, il y a toujours la question des garanties minimales. Donc, les garanties minimales, ça, c'est comme pour tout projet. Ce n'est pas parce que c'est un projet qui est un projet de gestion des déchets et que ça apporte un plus à l'environnement qu'une banque va le financer. Donc, il y a des règles dans le secteur bancaire qui sont applicables à tout type de projet. Il y a la rentabilité du projet qui doit être regardée. Et il y a les garanties qu'il faut avoir. Comme on dit souvent, on ne finance pas un projet pour les beaux yeux du client. On le finance parce qu'il est rentable. Et ça, c'est quelque chose que, dans notre contexte, souvent les gens l'oublient. La banque, ce n'est pas une œuvre sociale, quoi. Et beaucoup d'entrepreneurs souhaitent avoir des dons. Ils sont beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre qui ont créé des startups. Ils sont très habitués à recevoir des dons de fondations et ils basent leur business model sur des dons. Bon, c'est très bien, mais si vous voulez apporter votre business next level, vraiment, il faut penser à des financements de type crédit bancaire ou des financements de type SFI ou bien Banque mondiale ou bien des financements de la Banque africaine. Accéder vraiment à des financements qui peuvent permettre de scaler votre business, de le rendre à un niveau beaucoup plus grand. Et ces financements-là, ce n'est pas des dons. Ce n'est pas des montants de l'ordre de 50 000 $. C'est des montants de l'ordre du million de dollars qui peuvent vous faire amener votre business à un niveau élevé. Et quand vous atteignez ce level-là, le langage, c'est le langage de la taxonomie. Ce n'est pas le langage
Ce pas des petits dons qui vous permettent juste de fonctionner et que vous ne remboursez pas à la fin de la journée. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment le langage de la taxonomie. Et il faut connaître les taxonomies, connaître comment positionner votre projet, connaître son impact, les critères, les KPI pour mesurer cet impact-là. Ça, il faut le connaître. Alors, les différents types de projets, on va à la slide suivante. Les différents types de projets qui sont éligibles en général, vous allez le voir, on a la gestion des ressources et des déchets. Est-ce on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît? On a la gestion des déchets, on a les constructions et l'environnement bâti, qui est un secteur qu'on ne... Bon, la gestion des ressources et des déchets, ça, c'est assez connu, c'est assez classique. Et ça, on le retrouve dans la plupart des taxonomies. Et ici en Afrique, c'est surtout les projets de collecte, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit plastique, électronique ou organique, y compris les initiatives de réemploi, de réparation et surtout de remanufacturing, remise à neuf de produits complexes comme les moteurs ou les équipements électroniques. Ça, c'est assez classique. Les choses qui sont plutôt rares ici dans notre contexte, c'est comme la construction et l'environnement bâti. Donc, il y a le développement et l'utilisation des matériaux de construction issus du recyclage. Ça, c'est assez rare. Par exemple, la récupération des déchets de construction, c'est-à-dire lorsqu'on détruit un bâtiment, on le prend, on le recycle pour refaire de nouveaux matériaux de construction, ou encore la fabrication de pavés à partir de déchets plastiques qu'on voit déjà apparaître aussi. Il y a la conception de bâtiments modulaires ou éco-énergétiques. Donc, il y a aussi dans le secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire, il y a toutes les solutions qui permettent de réduire les pertes post-récolte. Donc, il ne s'agit pas... ça aussi, ça fait partie de l'économie circulaire. La valorisation des déchets organiques par compostage et méthanisation, donc pour faire du biogaz, des engrais. Le développement de l'agriculture régénératrice qui restaure la santé des sols. Dans le secteur maintenant de l'énergie, c'est-à-dire waste to energy, comme on dit, il y a tous les projets qui sont des projets qui permettent la production d'énergie à partir des déchets, tels que tous les projets qui contribuent à la gestion des déchets, à la production d'énergie locale. Donc, ça peut être la production d'énergie à partir de biomasse, à partir de biogaz, ou encore tout autre type de projet qui utilise les déchets pour produire de l'énergie. Il y a aussi un secteur intéressant qui est le secteur du textile et de la mode. Donc, il y a la création de textiles à partir de fibres recyclées. Il y a les déchets agricoles ou des déchets agricoles, la mise en place de modèles de location ou de seconde main. Donc, ça aussi, ce secteur-là, je n'en ai pas beaucoup vu ici au Cameroun. Pourtant, ça se développe très bien au Maghreb, où on a déjà des startups qui permettent aux gens ce qu'on appelle upcycling, d'échanger des vêtements ou de vendre leurs vêtements qui ne portent plus. Donc ça aussi, ça fait partie de l'économie circulaire, c'est des pistes intéressantes. Donc, nous, à la Société Générale, on a développé une nomenclature qui s'appuie essentiellement sur la taxonomie de l'Union européenne et qui nous permet donc de regarder dans nos portefeuilles quels projets peuvent être considérés comme des projets verts ou encore des projets durables. Donc, lorsqu'on est en face de projets qui rentrent dans ces catégories-ci, une fois que nous les avons financés, nous pouvons mettre dans notre bilan annuel de développement durable que nous avons financé tel nombre de millions d'euros de projets orientés vers le développement durable. Donc, nous, on s'appuie essentiellement sur cette taxonomie. Et donc, et pour l'économie circulaire, voilà les 5 catégories qui sont considérées comme étant des projets éligibles dans la catégorie économie circulaire. Et maintenant, comment on finance tout ça? Donc, on va à la slide suivante. Pour le financement, pour la partie financement, bon, il y a des prêts verts. La slide suivante encore.
Et comme je l'ai dit dès le départ, ma présentation ne va pas s'intéresser à tous les autres instruments de financement que sont, par exemple, les dons qui sont donnés par des fondations ou tous les types de financement de l'État, parce qu'il y a des fonds qui sont mis en place par les États qui permettent de faire la plupart du temps des dons à des PME. Donc, tous ces types de financements qui sont, je peux dire, concessionnels là, avec les États. Bon, moi, je ne suis pas trop intéressé à ça. Je m'intéresse aux financements qui sont orientés vers les institutions bancaires. Et donc, dans ces types d'instruments qui permettent de financer donc la durabilité et, par conséquent, l'économie circulaire, on a les prêts verts. Alors, les prêts verts, c'est des prêts qui sont des crédits qui sont destinés à financer des projets ayant un impact environnemental positif identifiable. C'est-à-dire que vous allez avoir une institution qui va vous dire, bon, moi, je vais vous financer tous les projets d'économie circulaire et je vais mettre en place donc un crédit. Et ce crédit-là va permettre de financer tous les projets qui vont rentrer dans cette catégorie économie circulaire. Mais il y a des conditions qui vont être mises en place. Il faudra que les fonds soient utilisés uniquement pour le projet pour lequel il a été alloué. Il y aura un processus d'évaluation de ce projet-là qui va permettre d'identifier clairement que ce projet-là correspond à la catégorie éligible pour ces types de prêts. Et il y aura donc une gestion rigoureuse des fonds. Et plus important, il y aura un reporting d'impact à la fin. Et ce reporting-là, il sera sur une base régulière durant toute la durée du prêt. Donc, c'est ça un prêt vert. Et même, on n'insiste pas, on n'a pas insisté là-dessus dans cette présentation, mais le prêt est endossé, c'est-à-dire le taux auquel on va vous donner ce prêt-là, il est endossé donc au respect de l'impact prévu. C'est-à-dire que si on vous dit, par exemple, qu'on vous a donné ce prêt et que vous avez pour objectif de recycler 500 tonnes de déchets par an, je dis n'importe quoi, 500 tonnes de déchets par an, le taux auquel on vous a donné ce crédit, une fois que le crédit va être décaissé, et une fois que vous aurez mis en place votre unité de recyclage, par exemple, il faudra que vous respectez les 500 tonnes. Si vous ne respectez pas les 500 tonnes, le taux du crédit qu'on vous a donné, qui sera un taux assez intéressant, va être augmenté parce que vous n'avez pas respecté l'impact que vous êtes supposé respecter dans le cadre du crédit. Si on vous a donné, par exemple, un taux de 6%, je dis ça un peu comme ça au hasard, bon, si vous ne respectez pas, votre taux pourra remonter à 10%, qui serait le taux classique pour un projet normal sans impact, puisque vous n'avez pas respecté l'impact. Et ça s'applique aussi aux projets, aux prêts verts qui sont orientés vers le climat. Si c'est par exemple un projet qui vise à réduire les émissions de CO2, le nombre de tonnes de CO2 que vous deviez éviter, il faudra qu'il soit respecté. Sinon, votre taux de crédit va passer au taux classique, qui est parfois beaucoup plus élevé. Bon, il y a un avantage parce que ce type de prêt permet donc la transition écologique, ça permet de contribuer à la transition écologique, de réduire l'empreinte carbone et les conditions de prêt, comme je viens de le dire, ils sont généralement très favorables. Pourquoi? Parce que ça permet d'encourager justement ce type de projet-là. Mais il y a une difficulté énorme dans notre contexte. Et je pense qu'il y a une des intervenantes qui l'a mentionné, notre capacité à mesurer l'impact des projets que nous faisons. Moi, j'ai rencontré, bon, depuis que je suis à la Société Générale et que je m'occupe de ces questions de durabilité, j'ai rencontré pas mal de startups qui font dans différents secteurs. Et moi, je peux vous dire que c'est, en termes de reporting, c'est une catastrophe. Vous avez des gens qui vendent du charbon depuis des années. Vous leur demandez combien de tonnes de charbon avez-vous fait depuis que vous existez. Ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, ils vendent vraiment, ils ont un marché, quoi. Mais ils n'ont pas de traçabilité, il n'y a pas de reporting. Vous faites un très bon produit, vous le commercialisez déjà même avec des contrats, avec des grandes surfaces. On vous demande, par exemple, depuis 10 ans que vous travaillez, combien de tonnes vous avez fait, ils ne connaissent pas. Donc,
Si maintenant on leur demande quel a été l'impact de votre projet sur l'environnement, ça aussi, ils n'ont pas mis en évidence cet impact. D'où l'importance de travailler avec des experts, de se former pour avoir la capacité de mesurer l'impact de votre projet. Parce que souvent, cet impact-là, c'est ça qui est même plus financé que, en fait, la rentabilité. Donc, si vous n'êtes pas capable de mesurer l'impact en ce moment-là, parfois, on peut se rendre compte que vous n'avez pas une maîtrise de votre projet. Vous existez depuis des années, mais vous ne savez pas combien de tonnes de CO2 vous avez évité. Vous ne savez pas combien de femmes vous avez, je ne sais pas moi, de population pauvre, vous avez fait sortir de la pauvreté avec votre projet. En fait, vous n'avez pas mesuré votre impact. Et donc, la conséquence, c'est qu'on n'est pas sûr que si on vous finance, vous allez atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, ensuite, en plus des prêts, il y a donc les obligations vertes, les obligations sociales et les obligations durables. Donc, bon, les obligations, bon, ceux qui suivent un peu l'actualité au Cameroun, bon, on a souvent l'État qui lance des emprunts obligataires. En fait, c'est un instrument qui permet de lever des fonds sur les marchés financiers. Et c'est des appels publics où les gens peuvent souscrire à des obligations et ça peut permettre de financer une entreprise. C'est ce qu'on appelle au Cameroun souvent les emprunts obligataires, en fait. Mais il y a des emprunts qui sont obligataires, mais qui sont labellisés comme étant des emprunts verts, des obligations vertes. Ah, c'est des emprunts obligataires qu'on a labellisés. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place tous les mécanismes qui permettent que ce financement-là va permettre de financer uniquement des projets catégorisés comme étant des projets verts. Donc, de la même manière, il y a des obligations qui sont dites sociales, qui permettent de financer des projets qui sont sociaux. Et ensuite, on a les obligations, c'est la quatrième catégorie des obligations durables, qui permettent de financer des projets qui sont à la fois sociaux et des projets durables. Donc, ce type d'instruments, ceux qui sont vraiment dans des secteurs de l'économie circulaire et qui sont déjà à un niveau d'avancement où leur entreprise est déjà vraiment à un niveau ou aller à un niveau vraiment supérieur, de type s'installer peut-être dans plusieurs régions du Cameroun, vraiment qui ont des projets scalable. Je pense que ça, c'est des instruments qui sont assez intéressants. Donc, il faut vous rapprocher des institutions bancaires, des levées de fonds pour financer, par exemple, tout ce qui est CAPEX ou tout ce qui est construction, achat d'équipements, vous permettant vraiment d'aller à un niveau acceptable. Ça, c'est vraiment des instruments qui sont assez intéressants. Et donc, sur les marchés financiers aujourd'hui, c'est des choses assez intéressantes. Le Cameroun n'est pas, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, on n'est pas très, très avancé dans ce domaine-là par rapport à l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, notre sous-région n'est pas très avancée par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Mais je peux vous dire que c'est l'un des moyens de se faire financer très, très rapidement lorsque vous passez par les obligations. Et on a des procédures qui sont assez connues. Maintenant, si vous réussissez à labelliser votre emprunt, en ce moment-là, peut-être que ça va attirer même des investisseurs internationaux, comme Proparco ou encore FMO ou même la Société financière internationale qui, eux, sont intéressés par ce type de financement et qui encouragent même justement les entreprises à aller vers ce type de financement qui sont des financements green. On pourra peut-être revenir s'il y a des questions spécifiques concernant ce type de financement-là. Donc, voilà les financements qui existent. Bon, j'ai voulu vraiment aller vers les financements qui sont orientés durabilité. Bien sûr, il y a les prêts classiques, il y a les instruments classiques que vous connaissez, qui sont des crédits qui permettent d'avoir, par exemple, des crédits à moyen terme ou des crédits à court terme. Il y a des crédits pour les fonds de roulement. Il y a des découvertes. Bon, il y a tous les instruments classiques que vous connaissez.
Mais moi, j'ai voulu surtout vous mettre en avant les instruments qui sont spécifiques au développement durable. Et ce sont ces instruments-là où nous qui sommes dans le secteur de la durabilité, on peut tirer notre épingle du jeu à travers ces instruments-là. La dernière slide, je pense qu'on doit avoir déjà dépassé les 10 minutes. Est-ce qu'on peut aller à la dernière slide? En fait, la dernière slide qui parle de l'implication l'implication pour les PME, en fait, c'est ma conclusion. Pour les PME africaines dont la conclusion est claire, la maîtrise de ces cadres réglementaires n'est plus une option. Et il est important pour vous de maîtriser tous les cadres réglementaires qui concernent les institutions financières. Parce que les institutions financières ont une logique pour atteindre, elles, leurs propres objectifs de durabilité. Et généralement, elles utilisent des taxonomies. Donc, vous allez voir, la plupart du temps, ce n'est écrit dans aucun document, mais la grille de lecture qui est utilisée pour analyser un projet et voir si c'est un projet durable et financé comme tel, c'est les taxonomies. Donc, comprendre la taxonomie de son pays ou encore la taxonomie de la sous-région ou encore les cadres internationaux qui l'influencent est la première étape fondamentale pour concevoir un projet bancable. Parce que vous pouvez mettre en avant le côté durable de votre projet, mais pour qu'il soit reconnu comme tel, il faut respecter ces critères de taxonomie. Donc, un projet bancable, bien sûr, il faut aligner son modèle d'affaires et sa proposition de valeur sur les critères officiels de la finance verte. Ensuite, il faut parler, c'est fondamental pour parler le langage des investisseurs. Lorsque vous structurez votre pitch pour aller parler devant un investisseur, bon, je n'ai pas fait allusion à ça ici, mais il y a des fonds qui financent la durabilité. Il y a des venture capital qui sont spécialisés dans ce type de financement. Et donc, si vous allez, par exemple, faire un pitch à ce type d'investisseur, il faudrait avoir regardé la taxonomie pour mettre en avance non seulement l'impact, mais aussi parler un langage que l'investisseur comprend. Donc, vous structurez votre pitch de manière à montrer en évidence, mettre en évidence que vous avez une maîtrise parfaite de l'impact à travers non seulement les catégories et les indicateurs reconnus par la taxonomie. Et enfin, il y a l'amélioration des chances d'accès au financement, parce qu'un projet qui est aligné sur une taxonomie est perçu comme moins risqué, plus crédible et plus pertinent pour les bailleurs de fonds. Donc, les taxonomies, qui étaient vraiment le nœud central de cette présentation, agissent comme un pont entre les ambitions politiques de transition écologique et les réalités opérationnelles des entreprises. Pour les PME, elles sont une boussole pour naviguer dans le monde complexe de la finance durable. Voilà un peu globalement ma présentation, ce que j'avais à vous dire. Je pense que peut-être si on a des questions, on pourra mieux étayer notre propos. Merci, Florence. Merci beaucoup, docteur Zali Serge. Donc, on vous a laissé effectivement faire votre présentation jusqu'au bout, puisque la thématique centrale portait sur le financement des PME et des initiatives circulaires. Et on sait que le financement, c'est vraiment le cœur pour que les activités des porteurs de ces initiatives puissent avancer. Mais votre présentation montre aussi la complexité, comme vous l'avez dit à la fin de votre présentation, les terminologies à connaître, à maîtriser, ce que vous avez appelé les taxonomies. Mais vous voyez que dès le départ, chers participants, on est passé du capital d'amorçage quand on parle d'accompagnement à travers des programmes, ce qui vous a été présenté par Monsieur Émile Landau à travers le projet GIZ I84A. Et on termine avec des obligations qui sont des nouvelles formes aussi de financement, mais étayées de critères très, très, très pointus. Et donc, le financement restera toujours une question centrale, une question à approfondir. Et je pense qu'avant de passer à quelques questions et la conclusion que nous fera Jocelyne,
on va peut-être reprogrammer un autre webinaire focus sur non seulement les mécanismes, mais surtout toute la dernière partie que vous avez écoutée, qui sont des aspects qu'il faut maîtriser. Le langage, comme on dit, du bailleur, le langage des guichets de financement sont très spécifiques. Et donc, les présentations étaient riches. Je vais d'abord remercier nos 4 panélistes, Dr Zali Serge, donc de la Société Générale du Cameroun, M. Émile Lando, donc du programme I-We4A de la GIZ, M. Eric Kamdio de Namé Recycling, and Mrs. Joveline Gumgwa for your great initiative and your perspective. Donc, nous avons une permission de prendre, on va dire, 5-10 minutes après la présentation du Dr Nzali. Il y avait déjà des questions et merci pour les questions qui ont été posées. Donc, je vais les prendre pour juste permettre aux panélistes de s'exprimer avant la clôture. À l'entame de ce webinaire, Dr Émile Lando, votre programme a suscité, on va dire, une question. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les femmes qui souhaiteraient bénéficier de votre programme? Quick answer, please. Émile. Oui, il y a encore de la place et je pense que Jocelyne a laissé les numéros. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lui écrire, elle va nous transférer directement et nous pourrons rentrer en contact avec vous pour vous donner encore plus de détails sur les activités en cours et celles envisagées. Merci, Émile. For Mrs. Joveline, please, some question is about expansion to other countries like Côte d'Ivoire. Do you have this plan or perspective? Joveline? Joveline, est-ce que vous nous entendez? Bien, peut-être qu'elle a des problèmes de connexion. Pour M. Émile Touré qui a posé cette série de questions, comme mis dans le chat, vous aurez, à travers Madame Jocelyne, qui a laissé son adresse email, la suite de la discussion. Et je sais aussi que vous avez posé des questions sur le partage des présentations, sachant que l'un des objectifs de ce webinaire aussi, c'était de mettre en place une plateforme et de pouvoir justement collaborer et partager des expériences. Donc, on vous fera suivre ces présentations. Alors, pour Monsieur Kamdio, par rapport à l'expérience de Namé Recycling, et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que les financements dont vous bénéficiez actuellement sont suffisants ou alors vous êtes déjà dans une perspective d'aller vers ces nouveaux financements, bien que complexes? Quick answer, please. Pour le moment, nous sommes dans la scale-up phase, c'est-à-dire que pour pouvoir prendre un nouveau financement, il faut déjà rembourser ce dont on a déjà bénéficié déjà. Donc, nous sommes dans la scale-up phase. Et plus tard, maintenant, tout ce qu'on bénéficie pour le moment, c'est du crédit plastique. Du crédit plastique par des organisations comme Repos Post Global, comme Plastic Bank, qui payent directement les collecteurs, donc qui boostent la collecte des déchets. Donc, eux, à leur niveau, ils ont un fichier de tous nos collecteurs. Une fois qu'un collecteur entre en collaboration avec Namé Recycling, il est inscrit dans le fichier Plastic Bank ou Repos Post où il bénéficie des incentives. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci, M. Kabio. Et enfin, on va finir avec Dr Zali Serge qui, bien que sa présentation ait été exhaustive, et finalement la présentation qui nous fixe sur les approches à avoir, les mécanismes à avoir, vous avez suivi qu'il est tout de même étonné que malgré la longévité de certaines entreprises, le reporting est faible. Alors, Monsieur Zali, qu'est-ce que vous pouvez conseiller
à toutes ces nouveaux entrepreneurs, ces nouvelles entrepreneuses qui veulent entrer dans ce secteur de l'économie circulaire et qui viendraient vers vous ou bien qui se présenteraient à d'autres guichets? Le reporting. Oui, la question, merci Jocelyne pour la question. La question du reporting est extrêmement importante, c'est-à-dire que vous devez avoir une bonne maîtrise sur les données qui sont générées par votre entreprise. Vous m'entendez? Oui, monsieur Zali, allez-y. Ok. Donc, il faut avoir une très bonne maîtrise sur les données, sur la data. C'est-à-dire que c'est non seulement il faut être capable de maîtriser ces chiffres au plan financier, ce qui est parfois pour certaines PME ou certaines startups un gros problème. C'est-à-dire que on a un produit qu'on met sur le marché, on vend et puis la gestion est plus ou moins familiale. Même si vous n'êtes pas encore une très grande entreprise, vous pouvez quand même avoir une maîtrise sur vos données. C'est-à-dire que vous devez connaître vos clients, connaître vos stocks, connaître les produits que vous mettez sur le marché en quantité. Vous devez avoir des chiffres. Parce que ça va vous servir plus tard. Parce qu'au moment où vous allez vouloir être financé sur votre impact, c'est cette traçabilité-là qui va permettre de démontrer qu'en fait, vous êtes une entreprise qui, depuis 5 ans, vous avez déjà eu un impact qui est très fort et qu'on peut vous financer pour aller à un niveau supérieur. Donc, si vous êtes dans, par exemple, la gestion des déchets, je vous donne un exemple. Moi, je connais une PME qui fait dans la récupération des déchets ménagers. Et elle va dans les maisons des particuliers à Douala récupérer leurs déchets. Donc, bon, je suis resté une fois dans une maison où j'ai constaté qu'elle venait récupérer des déchets. J'ai approché l'équipe qui faisait cette récupération. Je leur ai demandé, est-ce que vous mesurez, est-ce que vous essayez même d'estimer les quantités de déchets que vous récupérez? Vous avez une idée? Ils disent que non, eux, ils ne... J'ai dit, mais grand, vraiment, nous, on ne fait pas ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dès que le client nous donne le contrat, on vient prendre et on s'en va verser dans un bac le plus proche. Donc, vous voyez, une entreprise comme ça, elle ne mesure pas son impact. La seule chose qu'ils sûrement, ils notent, c'est le nombre de contrats qu'ils ont eus et peut-être leur bilan financier, si je peux dire. Mais le bilan sur l'impact en termes de développement durable, en termes de quantité de déchets, ils ne l'ont pas. Donc, la conséquence, elle est claire. Au bout de 5 ans, 6 ans, ils ne pourront peut-être pas bénéficier de financement à impact. Ils ne pourront pas. Donc, il faut mesurer son impact. Si c'est en termes par exemple, en termes de CO2, si vous êtes par exemple dans le charbon écologique, il y a des KPI. Je vais vous partager les liens des différentes taxonomies. Il y a les KPI que vous devez suivre. Suivez ces KPI-là. Vous ne savez pas le jour où ils vont vous servir, en fait. Parce qu'un jour, vous pourrez être devant un investisseur qui va être bluffé par ces chiffres-là, plutôt que par les montants d'argent que vous générez par mois. Donc ça, c'est peut-être le conseil que je peux donner. Parce qu'aujourd'hui, en termes de développement durable, on ne finance pas que la rentabilité, on finance aussi l'impact. Donc il faudrait que vous ayez les bons KPI que vous suivez sur votre business et que vous soyez capable de maintenir une traçabilité, un suivi régulier de ces KPI-là en termes de quantité d'émissions de CO2, en termes de CO2 évité, en termes de tonnes de déchets recyclés, en termes de nombre de populations ou bien nombre. Monsieur Zali, nous l'avons perdu. Il y a Jocelyne, la technique Alors, a souvent... Oui, monsieur Zali, on vous avait perdu. alors. Si vous Donc, pouvez conclure, je pense que s'il vous plaît. pour ma conclusion, il faut faire un suivi à la fois au plan financier de la PME, et il faut aussi que la PME mesure l'impact de ce qu'elle fait au quotidien, parce que c'est cet impact-là qui intéresse de plus en plus beaucoup d'investisseurs, dont nous à la Société Générale. Merci beaucoup pour ces propos. Donc, beaucoup reste à faire, comme on dit. Ce n'est pas que
du financement, c'est vraiment ces aspects de reporting, d'indicateurs qui permettent aussi de dialoguer avec les investisseurs et d'être crédibles. Donc, avec cette dernière intervention de Dr Zali Serge, je vais donc demander à Jocelyne de nous faire une conclusion et peut-être partager les perspectives pour les prochains webinaires. Jocelyne? Merci, Florence. Je voudrais remercier déjà tous les participants qui sont restés de bout en bout pendant cet échange. Merci d'avoir donné de votre temps pour partager avec nous. Un grand merci, un grand bravo à tous nos panélistes pour les présentations de qualité et qui nous ont servi aujourd'hui. Merci au docteur Nzali, merci à monsieur Eric Kamjo, merci à madame Juvénine Goum, merci à monsieur Émile Lando de la GIZ et merci à vous tous. Merci et un grand bravo au docteur Florence Pala qui a modéré avec brio ce panel. Nous vous prions de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, ASEN, African Circular Economy Network. Nous sommes beaucoup plus actifs sur LinkedIn. Et puis, pour le monsieur qui a posé la question et qui est en RDC, vous pouvez regarder le chat. Je pense que Juvéline vient de vous répondre à travers le chat. Donc, vous pouvez voir la question. Et puis, si vous souhaitez aussi avoir un échange avec un des panélistes, écrivez-moi par email. Et si vous souhaitez rejoindre la scène aussi, écrivez-moi par email. Nous avons largement dépassé le temps, donc je ne vais pas être plus longue que ça. Sinon, nous allons vous garder informés. So we'll keep you informed of the next step. Thank you and enjoy your evening. Goodbye. Thank you. Thank you. Goodbye. Oui. Goodbye, goodbye. Mhm. Oh.